International Fight Week à Las Vegas, UFC 239. Bah voilà, donc une carte assez sympathique, hein. C'est pas la plus lourde de l'année parce que pour l'instant 235 était quand même un petit peu supérieur, hein, on va pas se mentir. Donc on va commencer par les débuts du Crockhold en light heavyweight. Donc le Crockhold qui arrive clairement pour prendre la ceinture, là il tire sur tout le monde, mais avant ça il faudrait qu'il arrive à battre le terrifiant Jan Blachowicz, donc qui est quand même, enfin terrifiant, je dis ça pour me Non, moquer, mais qui est vraiment, hein. quand même un solide contender, hein. Bah, il reste là, c'est vrai que les gens le connaissent surtout là, ces derniers temps pour s'être pris un assez violent KO par Thiago Santos, mais c'est un test directement pour Luke Rockhold et ça montre clairement que l'UFC ils se disent, bah, s'il le bat là, bah, ensuite c'est top contender et puis ensuite route vers le titre. Donc intéressant, Luke Rockhold directement mis dans le bain, on va voir enfin si bah, toutes les limites qu'on connaissait avec son weight cutting impressionnant bah, vont pouvoir enfin disparaître et qu'il va pouvoir s'offrir une seconde jeunesse. Alors, mon cher Ross, toi qui as beaucoup analysé ce combat-là. Bah, alors déjà, premièrement, il y a le fait que là, c'est de l'ordre de la superstition, mais j'ai vraiment, si on faisait un pourcentage, je suis persuadé que les gens qui l'ouvrent autant avant un combat et qui ont déjà des vues, on se souvient de Phil Davis, que John Jones avant qu'il rencontre Anthony Johnson et tout ça. Il y a quand même un historique, j'ai l'impression, assez important de gars qui ont tendance comment dire, se gargariser avant même d'avoir combattu le mec qu'ils sont censés combattre en ayant des vues pour le titre. Et là, ça me fait peur pour ça, mais aussi parce que Blachowicz, il fait pas marrer du tout, mais vraiment pas du tout. Il est très bon lutteur, il est bon debout parce qu'il est très puissant. Au sol, c'est peut-être là où paradoxalement j'aurais le moins peur pour Luke Rockhold, parce que Luke Rockhold, là, faut le dire quand même, c'est un magicien au sol. Ouais. Bah, Mais puis c'est au sol que comment Gustafsson avait battu Blachowicz dans un combat oubliable. Hein, on va pas oui, se très mentir. oubliable. Mais Oubliable, mais quand même intéressant parce que Blachowicz, il avait montré qu'il n'était pas manchot debout quand même dans ce Oui, combat. ouais. ouais, en plus, mais c'est ça en fait. Et en plus de ça, bon, c'est pas le même style de combat. Gustafsson beaucoup plus porté sur l'anglaise et Rockhold sur les kicks, mais il y avait quand même ils aiment bien combattre tous les deux à distance et rester assez loin de leur cible en tournant autour et en étant mobile. Et là, ouais, j'ai très peur que Rockhold n'ait pas l'arsenal. Mais je sais pas pourquoi, mais là, c'est de l'ordre de l'instinct. On saura jamais parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand Ouais. des combattants montent de catégorie. Il y a plusieurs exemples. Il y en a qui montrent que, ok, le mec a développé une puissance de ouf, mais il y a aussi d'autres exemples où c'était pas aussi important que ce qu'on pensait que ça allait être. Et là, pour Rockhold, je sais pas, j'ai pas cette impression pour l'instant qu'il va vraiment faire aussi mal qu'il était capable de faire en middleweight. Donc, très franchement, debout, j'aurais plus peur qu'autre chose, je pense, pour Rockhold. Et j'espère peut-être plus qu'il sera capable soit de pull guard, d'amener le mec au sol, Ouais. ou de réussir à lui plonger peut-être dans les jambes. Pourquoi pas un nouvel apport à son arsenal, un petit peu à la. Comment il s'appelle, putain, le gars qui a battu BJ Penn. Oui. Chez Guida Ouais. Non, tu sais, le gars qui lui a Oui. fait avec Ryan Hall. Ryan Hall, ouais. Ryan Hall. Ryan Hall. Ryan B. Fever. Et Ouais. donc voilà, je sais pas, faut voir ce qu'il amène, mais Ouais. si je devais faire un pronostic, en tout cas, très franchement, je pense que je mets Blachowicz. Je vais dire une décision de Blachowicz. Parce que, à part si c'est au sol, je ne sais pas pourquoi, mais instinctivement, je ne vois pas Rockhold pouvoir vraiment menacer Blachowicz. Oh. Oh. C'est vrai que c'est un match-up qui est tricky quand même. Pour un premier combat en light heavyweight, ils lui font pas de cadeau. Hein, parce C'est clair. que parmi tous les gars qui sont en light heavyweight, il y en a beaucoup qui sont. C'est pas une des, on va dire, c'est pas une des catégories les plus compétitives qui soit. Hein. La catégorie light heavyweight, c'est le moins qu'on puisse dire. Et s'il avait fallu faire une entrée en douceur dans la catégorie, ils auraient pu le faire. Là, le fait Ouais. qu'il catapulte directement Luke Rockhold contre Jan Blachowicz, c'est tricky. C'est tricky parce que Jan Blachowicz est dangereux et c'est tricky parce que Jan Blachowicz il est pas très connu. Donc si tu perds contre Jan Blachowicz, on va dire, t'as perdu contre qui? Contre le personnage Ouais. principal de Wolfenstein, quoi. C'est pas, c'est quoi ce délire, tu vois. Et en fait, c'est pas juste parce que Blachowicz, il est bon. C'est un bon combattant, Ouais. il a de bonnes techniques, il a une bonne anglaise fondamentale à l'européenne, c'est-à-dire jab, jab, jab Ouais. cross, jab, jab, jab cross, jab En cross, mode tu vois. bloc de l'Est, quoi. Enfin, Mais voilà, c'est ça. Rien de flamboyant, tu vois le truc, tu fais bon, ok, c'est un peu chiant et tout, mais ça marche, et notamment contre Gustafsson, plusieurs fois il l'a touché, hein, et ouais. ça, on peut pas savoir si ça peut éteindre Rockhold ou si ça peut juste le troubler, mais qu'il arrivera quand même à installer son jeu. Donc c'est vrai qu'on a une inconnue. J'aurais tendance à penser que Rockhold va gagner en résistance en montant à son poids, parce que je pense que c'était pas son poids naturel, Ouais. Hmm. White. Je pense qu'il se drainait vraiment pour y arriver.
Mais tout de même, je pense pas que Rockhold a trouvé des solutions à sa grosse faille en anglaise. Ouais. Et je pense que ça va être dangereux dans ce combat. D'autant plus qu'en striking, Rockhold, il est très confortable quand c'est lui qui avance et que c'est lui qui peut dérouler son jeu de kick, tu vois, front kick, middle kick et varier les niveaux et surprendre l'adversaire comme ça. Et dès qu'on lui rentre dedans, il n'est pas du tout confortable. Il a un peu de mal parce qu'il peut pas kicker quand il est sur le reculoir. Et en technique d'anglaise, à part son check hook, il n'a pas grand chose qui le protège véritablement. Donc effectivement, je pense que la solution pour lui, ça viendra du sol. C'est vraiment quelque chose qui peut le sauver. Et tu disais peut-être que c'est lui qui doit faire le takedown. Moi, je pense qu'il y a peut-être une chance que Blachowicz commette l'erreur de se cacher sur un takedown. Et là, Rockhold est très bon dans les mouvements comme ça pour se récupérer, pour créer un peu de chaos. Les scrambles, les scrambles, exactement, pour installer ensuite une soumission. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut se dérouler. Après, j'aurais tendance à te rejoindre, mon cher Rust. Je pense que c'est dur parce qu'en plus, notre cher Rockhold, ça fait un moment qu'il n'a pas combattu. Arriver comme ça contre un mec qui est bien installé dans la catégorie, qui a combattu des mecs puissants dans la catégorie, c'est pas le meilleur, mais c'est un client quand même sérieux. Bah, il y a moyen, qu'il se laisse déborder. Moi, je vois aussi une petite décision contre lui. Un truc où il pourra exposer qu'il a certaines armes, et on va voir, à mon avis, des choses qui vont donner de certains espoirs, mais je pense que la marche est un peu trop haute là sur ce combat. Oh là là, oh tellement dur. Bah, moi je vois une décision pour notre ami Luke Rockhold parce que franchement c'est terrible. Chaque fois qu'on en parle là, depuis qu'il a perdu son titre, c'est. Mais là je pense que il va s'imposer par décision, il va y arriver, il va se servir de son sol à très très bon escient je pense. Et parce que ça fait un moment quand même qu'on n'a pas vu. Enfin, dans ce qu'il montre, il n'y a plus les vidéos des salles sparring ou des trucs comme ça. Donc je pense qu'il s'est un petit peu plus discipliné et tout. Et puis là, je pense qu'il a eu le temps, ça lui a fait du bien aussi de se remettre un peu en question. Parce que c'est vrai que ses derniers combats, c'était pas forcément ça. Et notamment le dernier contre Yoel Romero, parce que c'était tout simplement terrible pour lui. En tout cas, j'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Parce que s'il perd ce combat-là, compliqué parce que là, ça fera 2 défaites de suite et... Là, il va nulle part s'il perd. Exactement. Surtout qu'il a quoi, 35 piges maintenant? Peut-être, 34-35. 34-35, donc bon, et puis j'espère aussi qu'il sera, je touche du bois, qu'il sera en bonne santé parce que c'est aussi ce qu'ils expliquaient pour sa volonté de monter, c'est qu'à chaque fois son corps le lâchait entre tous ces problèmes de genoux et tout. Mais dans le fond, moi aussi j'espère qu'il gagne parce que je pense qu'il a rencontré une compétition beaucoup plus élevée quand il était en middleweight. Oui, en fait, si le combat, pour être tout à fait honnête, si le combat contre Blachowicz se déroulait après plusieurs combats en light heavyweight, je serais très confiant pour Rockhold. Parce que je pense que Rockhold, il a fait face à une compétition qui était plus élevée que Blachowicz. Mais là, c'est juste le saut, en fait, le saut de palier. En plus, il sort d'une défaite par KO assez monstrueuse. Donc, je trouve que les conditions sont pas favorables. Donc, c'est pour ça que je donne... Il sort d'une défaite par KO, il sort de blessure, il y a un moment qu'il n'a pas combattu, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je suis d'accord, en fait, j'aimerais beaucoup qu'il gagne aussi, juste parce que, quand même, il est tellement talentueux, cet enfoiré, c'est incroyable. Le voir combattre, c'est magnifique, c'est vraiment, il est tellement relax, il a tellement d'armes, il est tellement fluide dans ce qu'il fait, il est tellement bon au sol, debout, etc. Il apporte vraiment des choses que les gens n'ont pas aujourd'hui, enfin, des armes que personne n'a pas, cette concaténation d'être hyper solide au sol, extrêmement dangereux debout et d'être parfaitement fluide dans les transitions, c'est vrai qu'on n'en a pas des gens qui le font aussi bien. Donc j'espère qu'il gagne, mais ça va être tendu. Allez Luke, on est tous avec toi. Ensuite, combat hyper intéressant pour la catégorie welterweight entre Jorge Masvidal, qui a enterré Darren Till, le héros de Rust, comme vous le savez tous, et Ben Askren, qui a survécu à Robbie Lawler lors du premier combat qui était une véritable apocalypse sur 2 minutes 30. Donc là, vraisemblablement, en gros, celui qui l'emporte aura le prochain title shot, puisque y a Colby Covington, enfin ça se jouera entre lui et le vainqueur de Colby Covington contre Robbie Lawler pour affronter Kamaru Usman. Moi, je trouve que le combat est hyper intéressant, en tout cas. Oui. Et ça fait plaisir pour Masvidal qui a une occasion enfin de pouvoir se mêler à la course au titre pour de bon. Après, c'est vrai que Masvidal, on l'avait déjà dit, mais
son historique, c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'il est extrêmement talentueux. Pareil, il est tellement bon en anglaise, il est super bon au sol, il s'entraîne à ATT, donc il est super solide en lutte aussi. Il est bon partout, il fait super mal. Là, je pense qu'il entre vraiment dans son pic athlétique et il entre vraiment dans le groove qui est un peu ce puis c'est les dernières années, là, je pense. C'est les dernières années, et pour moi, il entre un peu là dans cette espèce de période qu'a eu aussi Robbie Lawler quand il est revenu à l'UFC. Il trouve son rythme en fait, il trouve le bon rythme de croisière. Il a eu parfaitement le combat qu'il lui fallait pour le relancer, même au niveau de son rapport avec les fans contre Darren Till. En plus, avec son truc qui s'est passé après contre Leon Edwards et tout ça. Et mais j'ai du mal à voir ce qui peut se passer dans ce combat, mais je me dis, putain, c'est quand même, au niveau match-up, c'est pas terrible quand même contre Ben Askren. Un mec qui est capable d'absorber beaucoup de dommages. Une fois qu'il t'a chopé, normalement, une fois qu'il t'a chopé, Ben Askren, parce que ne vous laissez pas méprendre par le fait que Robbie Lawler lui ait fait faire 3 fois le tourniquet, 3 fois le tour de son slip avant de le faire tomber sur la tête. C'est pas aussi facile, normalement. contre un mec comme Ben Askren, c'est pas aussi facile, hein, théoriquement. Et à moins d'avoir une puissance athlétique de ouf qui va avec la technique, comme l'avait Robbie Lawler, je ne sais pas si c'est ce genre de défense de lutte qu'a Masvidal, et je ne pense pas. Et donc, j'ai du mal à voir Masvidal réussir à mettre KO, même si ça, c'est possible, hein, mais j'ai du mal à le voir mettre KO Ben Askren suffisamment rapidement pour l'empêcher de développer son jeu de lutte, d'attrition. Complètement. J'ai du mal. Ouais, pareil. En fait, pareil. Je suis content pour Masvidal qu'il laisse un peu ce. On peut pas parler de sursaut parce qu'il a toujours eu une bonne carrière, mais qu'ils sont un peu plus mis en avant. Mais ça fait un peu partie de ces gens-là, Masvidal, qui gagne un combat de manière exceptionnelle, donc tout le monde parle de lui. Puis ensuite, il va gagner un combat ric-rac. Et on va quand même parler de lui, puis il va perdre un combat, puis on va l'oublier, puis il va regagner un combat exceptionnel. C'est un peu ça sa carrière quand même à Masvidal, parce que quand même il avait perdu contre Demian Maia juste avant, donc on peut pas parler vraiment de run. Il n'y a pas de run, c'est juste qu'il gagne de manière tellement flamboyante quand il gagne, et que comme ça fait longtemps qu'il est là, qu'on a entendu son nom, on se dit ah oui merde, en fait Rory Masvidal il est super bon quand même, et c'est vrai qu'il est super bon, mais il n'a pas la constance en fait, et au-delà de ça, je pense que pour battre Ben Askren, il faut non seulement il faut une takedown de défense de ouf, mais il faut pas que ça, il faut aussi beaucoup de déplacements. Feinter, je reviens toujours là-dessus, mais pour moi le mec qui a battu Ben Askren, c'est Jayiron, et je vous invite à voir son combat, regardez-le, c'est très instructif. Alors je sais que je parle pour rien parce que les gens ont la flemme, ils connaissent pas Jayiron et ça les fait chier, et je les comprends quelque part, mais c'est intéressant de voir ce qu'avait fait Jayiron à ce moment-là contre Ben Askren, et je pense pas que Masvidal a ce jeu-là. Masvidal il est très bon en anglaise, il fait des feintes et tout, mais il n'a pas un jeu qui est très mobile, il est assez statique en fait quand on regarde. Il a presque une stance de boxe taille en fait. C'est ça, il avance avec une garde haute et il enferme et il met la pression. Quand tu le fais reculer, bon, c'est dangereux parce qu'il a des mains qui sont assez rapides, mais il n'a pas ce savoir-faire, tu vois, de pivoter, de créer de l'espace. Et ça, à mon avis, c'est nécessaire quand tu combats un mec comme Ben Askren. De toute façon, quand tu combats un excellent grappleur, c'est nécessaire de savoir gérer ses distances. Et on a vu qu'il n'avait pas été vraiment capable de faire ça contre Demian Maia. Et Demian Maia est excellent, il n'y a aucune honte à perdre contre Demian Maia, ça c'est certain, mais Demian Maia est un moins bon lutteur que Ben Askren. Tout à fait. Et, je pense qu'à mon avis, ce qui va se passer, c'est il n'a pas non plus l'explosivité que, toute proportion gardée, Ben Askren a, donc c'est vrai que... Donc je pense qu'il y a moyen que Rory Masvidal touche plusieurs fois Ben Askren, c'est certain, parce que Ben Askren, il n'a pas une super défense de striking, et il n'est pas excellent, mais comme tu l'as dit, il encaisse bien. Il n'a pas peur de prendre des coups aussi. C'est pas quelqu'un qui va, dès qu'il prend un coup, va se dire oh merde, faut plus que j'avance. Il va à la cogne. Ça fait presque partie de son jeu en fait maintenant, d'encaisser 5 coups pour au moins toucher les cuisses et essayer de rentrer sur un takedown. Mais exactement. Et là c'est fini. Et donc voilà, c'est en 3 rounds en plus. Donc, parce qu'à la limite, je me disais Ben Askren, moi il y a un truc qui me fait peur depuis quelques temps, parce que avant il était réputé pour avoir une super condition physique et pouvoir maintenir une domination sur 5 rounds. Mais je sais pas s'il a encore cette capacité-là. J'en sais rien en fait. J'en sais rien parce que on n'a pas eu l'exemple là récemment sur ces derniers combats. Ça a pas duré aussi longtemps qu'avant. Donc peut-être que si ça avait été en 5 rounds, il y aurait moyen qu'ils se fatiguent et qu'ils soient moins efficaces sur les dernières rounds. Et là, peut-être que Rory Masvidal aurait pu tirer son épingle du jeu.
Là, en 3 rounds, je pense que toutes les étoiles sont un peu alignées pour que ce soit Ben Askren qui gagne, sauf évidemment chaos surprise de l'espace, mais moi je pense que... Et à mon avis, alors là, pareil, hein, je peux me tromper aussi évidemment, et peut-être que... Mais je pense aussi que non seulement que Ben Askren, c'est le moment pour lui de briller, de montrer toute la puissance de son arsenal, mais je pense aussi que du coup, on va voir Ben Askren faire du Ben Askren, c'est-à-dire faire tout ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière. Et je suis assez curieux de voir comment vont réagir les gens, parce que c'est une superstar maintenant, Ben Askren, depuis qu'il est arrivé à la UFC. Complètement. L'UFC était tellement en manque d'une personnalité aussi flamboyante, avec vraiment beaucoup d'esprit, etc. Et quand les gens vont voir ce que fait Ben Askren, c'est-à-dire c'est un maître, c'est un demi-dieu dans l'art de mettre au sol, garder au sol et vraiment poncer, mais ce sera pas spectaculaire. C'est-à-dire que ça m'étonnerait qu'il arrive à trouver une soumission, parce que quand même... Masvidal au sol, d'ailleurs je crois même pas que Demian Maia ait réussi à le finir, si je me souviens bien. Non, c'était split décision. Split décision, donc il réussira probablement pas à le finir par soumission ni par KO, parce que c'est quand même compliqué, même s'il a mis quelques KO, quelques petits KO du coup. Je pense qu'on va voir Ben Askren juste qui fait, en gros modo, en anglais on dirait qu'il dry hump, qui fait rien en fait. C'est-à-dire qu'il va le maintenir au sol, faire probablement des coups juste pour montrer que et marquer des points, mais il va probablement rien se passer. Et je suis assez curieux de voir comment les gens vont réagir à ça, si c'est ce qui se passe. We gon' see. Moi je vois décision unanime, Ben Askren sans trop de difficultés. Ouais, pareil. Easy money. Et là, combat intéressant, ça y est, on commence à rentrer dans le dur, messieurs. Amanda Nunes, la GOAT du MMA féminin, qui affronte notre cher Holly Holm qui, grosso modo, à chaque fois qu'elle perd, celui qui a gagné un combat pour avoir un title shot, là, ça y est, c'est un peu la dernière chance pour elle, parce que donc là, pour la ceinture Bantam, avant la prochaine, ça va être intéressant. Peut-être pour moi la dernière. J'ai un peu peur parce que j'ai peur de voir un bis repetita de Holm Cyborg, en fait. Cyborg, ouais. Où en gros, tu sais, grosso modo, tu vois, tu te dis à match, mais t'as un espèce de déficit de puissance qui fait que t'as beau avoir tout ce que tu veux, tout l'arsenal que tu veux, qu'on connaît chez Holly Holm, à un moment donné, c'est assez limité. Là, j'ai un peu peur de ça, mais en tout cas, ça fait plaisir parce que ça fait partie des chocs du MMA féminin qu'on n'avait toujours pas eu. Donc voilà, enfin les deux s'affrontent et après, la question se posera de dire pour Amanda Nunes qui est-ce qu'elle affronte ensuite, hein, parce que ça va être compliqué. voilà. On fait des après une si belle introduction. Non, c'est sûr. C'était un combat qui trottait dans la tête de pas mal de gens depuis un petit moment. Bon, toute proportion gardée, parce que bon, c'est pas non plus le truc qui va déplacer les foules et tout, hein, mais c'est vrai que dans le combat, dans cette catégorie, c'est un des derniers combats qui a un peu d'importance. Le truc, c'est que Amanda Nunes et Holly Holm ne sont pas du tout dans la même trajectoire, on va dire. Amanda Nunes, là, elle est en mode hégémonie. Vraiment, elle est bien installée, elle est dans son prime, elle s'est améliorée de combat en combat. Elle tape dur, elle n'a pas de faille physique pour le moment, donc c'est difficile d'imaginer Holly Holm réussir à retourner la table et à surprendre tout le monde, parce que Holly Holm, de son côté, elle, pour le coup, c'est un peu plus je gagne, je perds, je gagne, je perds. Ouais. Et c'est vrai que ce qui lui manque fondamentalement, c'est pas la technique, parce que d'un point de vue technique, je pense qu'en striking, c'est peut-être l'une des meilleures. Technique pure, hein, j'entends. En déplacement, je considère qu'en bantamweight, c'est la meilleure. Elle a un très bon footwork, elle sait très bien gérer sa position dans l'octogone. Et ça peut être très intéressant face à quelqu'un qui brawl comme Amanda Nunes. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de voir ce que va faire Amanda Nunes pour arriver à cadrer Holly Holm. Et peut-être qu'elle va se perdre et qu'elle va lui tourner autour et qu'elle va la chasser, la suivre et qu'elle va faire 45 fois le tour de l'octogone avant de réussir à toucher Holly Holm. C'est possible. Mais du coup, je suis curieux. Ça, c'est un truc qui m'intéresse. Pour le reste, c'est vrai qu'on a eu l'exemple du combat contre Cyborg où effectivement Holly Holm arrivait en fait à se déplacer, arrivait même à placer ses premières techniques, et en fait Cyborg prenait le coup et enchaînait quand même derrière. Et c'est vrai que c'est là où c'est la limite. On se dit il y a un moment, si tu cognes pas, tu peux avoir toute la technique du monde, tu peux te déplacer très bien, tu peux avoir les beaux gestes
on est quand même dans un sport qui est pragmatique. Si tu mets pas ton adversaire KO, bah t'as perdu quelque part. Ah, parce qu'elle avait fait un bon combat hein, contre Chris Cyborg. Hein. Ouais. Non mais voilà, mais tu sentais la différence des impacts à chaque fois. Complètement. Et c'est vrai qu'en plus Amanda Nunes, elle conne super dur. Ouais. Donc à voir. Je pense que Holly Holm part pas favorite quand même du tout dans ce combat. Ça c'est certain. Alors, Ross croit-il à l'upset? J'y crois, ouais, mais très honnêtement, personnellement, je vois 50-50. Enfin, vraiment, parce que en fait, certes, comment ne pas être d'accord avec le fait que, comment dire, Amanda Nunes frappe quasiment comme une featherweight. Hein, elle l'a prouvé contre Cyborg. Mais en revanche, est-ce qu'elle encaisse aussi bien qu'une featherweight? C'est pas aussi sûr. Du coup, je me dis. De la même manière que je suis d'accord avec vous, forcément, si tu fais pas respecter ton striking, à un moment donné, bah, la personne, elle aura beaucoup moins de doutes à avancer. Mais je pense qu'elle aura peut-être un peu plus de succès dans le respect qu'elle va inspirer à Amanda Nunes, Holly Holm. En plus, bon voilà, vous l'avez déjà dit, c'est une contre-attaquante face à Nunes, qui est une super offense attaquante. Donc, très franchement, je sais pas. Vraiment, je suis dans l'expectative totale parce que je pense qu'au niveau puissance, elle arrivera peut-être un peu plus à se faire respecter, Holly Holm. Elle est très technique, donc c'est parfait. En fait, honnêtement, je pense que de toute façon, en fait, c'est pas je pense que vous l'avez déjà dit, mais c'est le meilleur match-up possible de cette catégorie. Ce sera le plus intéressant. Striking au sol, lutte partout. Elles ont toutes les deux les armes qu'il faut où il faut. Donc voilà, j'attends de voir. Je sais pas trop quoi en penser. Mais ça va être beau. Ça va être Voilà, beau. comme Ross l'a dit, elles ont tout ce qu'il faut où il faut. Alors, Non, attention quand même. Alors, mon cher Ross, quel pronostic? Moi, j'ai envie de voir, l'Ange Blond remporter la victoire. Je mets Holly Holm. Je mets Holly Holm par décision. Mais en fait, quitte à surprendre, je crois que je rejoins Rost sur cette question. C'est-à-dire, je pense que. Je pense, mais il y a mon âme d'enfant, en fait, quelque part. Holly Holm, je l'adore depuis le moment où elle a mis KO Ronda Rousey. Oui. Et elle avait fait un match-up. Elle avait fait le match parfait dans ce combat. Vraiment, c'est une des plus belles performances, tout sportif confondu en MMA, tout combattant de MMA en confondu, parce qu'elle a réussi à répondre parfaitement aux attributs de Ronda Rousey, attributs là où il faut et tout. Et non, elle avait suivi un super game plan et c'était une masterclass. Et moi, justement, pour ça, je peux jamais sous-estimer Holly Holm. Je peux jamais la mettre hors d'un combat. Même si on est d'accord, elle a connu des déconvenus, elle a des défauts, elle s'est fait battre par des personnes qui étaient meilleures qu'elle sur certains aspects du jeu. Ça, je le conçois tout à fait. Et je pense que effectivement, là, elle part pas favorite parce qu'elle est dans complètement une trajectoire différente et elle est contre quelqu'un qui est en pleine confiance. Mais justement, moi, je me dis peut-être que Nunes est trop confiante, comme Ronda Rousey était trop confiante, et que du coup, comme elle agresse beaucoup, elle brûle un peu Nunes, même si depuis quelques combats, elle a quand même un peu plus poli son game, ça c'est certain. Après, contre Chris Cyborg, c'était quand même un peu le bordel. Non mais justement, en fait, moi c'est ça qui a tendance à me pousser à croire que Holly Holm a ses chances, c'est que j'ai peur que Nunes, depuis qu'elle a foutu KO Cyborg, elle en peut plus quoi. Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, ça y est, c'est la meilleure quoi. C'est vrai que dans ses sorties, d'ailleurs, t'as raison, c'est ce qui. C'est ça, et je me dis, ça me fait penser furieusement quand même à Ronda Rousey qui était tombée amoureuse de son. Furieusement. Et Johanna Jedrzejczyk avant de rencontrer Rose. Ouais, bon, du coup, là, la comparaison est un peu moins pertinente parce que c'est pas Holly Holm qui a battu. Non, mais dans le sens où elle est extrêmement en confiance. C'est ça. Oui, alors là, je suis d'accord. Du coup. Alors, pronostic. Bah alors, je dis Holly Holm par décision. Quoique, c'est en 5 rounds. Ouais. Par TKO round 4. Allez. Holly Holm. Holly Holm, ouais. Je vois bien un contre et Amanda Nunes. Bon, attends, le pronostic, il est complètement foireux. Là, je le dis d'entrée, c'est pas vraiment un vrai pronostic, c'est plutôt ce que j'ai envie de voir. Donc, qu'on se le dise, hein, qu'on soit clair, mais c'est vrai que j'ai petit instinct qui me dit que Holly Holm, il faut pas la sous-estimer dans ce combat-là.
Ouais, je Ouais. dis Nunez, décision un peu bis repetita de Cyborg. Et je pense honnêtement qu'elle restera hyper disciplinaire. Parce que de tout ce qu'elle a montré, je pense que là, c'est plus, entre guillemets, une stratégie de sa part. Enfin, on voit même l'UFC qui capitalise là-dessus, qui dit il y a les deux GOAT sur la carte et tout. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, elle se dit, faut aussi faire rentrer un petit peu le bif. Donc, je suis un peu obligé de dire, de mon côté, je suis la meilleure. Et puis, essayer de se dire, maintenant, quand il y a les événements. Par exemple, au Brésil, on va essayer de faire en sorte de vendre un petit peu plus que 2000 pay-per-view parce que bon, ça pue un peu à chaque fois. Non, mais en Ouais. fait, Guillaume, c'est vraiment la voix de la raison, hein. Nous, on s'excite là, on s'emballe sur On Oliol. ne sait pas, on ne sait- Non, mais c'est bien quand on fait comme ça parce que quand il y a le résultat, on dit voilà, on a fait les bons points. Non, mais moi, j'ai envie de croire. J'ai envie de croire. Je fais de l'exorcisme là. Mais moi, alors je vais vous dire même, là on n'est plus dans le domaine du sportif. Moi, je crois à la marche de l'histoire. Et Il nous fait du Hegel là. Ouais, là, et je crois vraiment, mais parce que c'est quelque chose qui sort de moi, tel putain de alien. Mais je crois vraiment que de la même manière que effectivement il y a eu quand les gens sont trop en confiance, il faut que l'ange descende des cieux pour te ramener à la raison. Mm. Et dans la catégorie des femmes, cet ange qui te ramène à la raison, c'est Oliol. Descend de Jackson Wink. C'est Et ça. je crois, et je crois vraiment que de la même manière que quand elle était trop en confiance, Ronda Rousey s'est fait calmer par Holly Holm. De la même manière que, bon, c'était les catégories d'en dessous, mais quand Johanna s'était trop en confiance, elle s'est elle aussi fait calmer par quelqu'un qui est extrêmement humble, qui était Rose Namajunas. Je pense qu'il y a des personnes qui sont là, sur cette planète, pour ça, pour remplir ce rôle de régulateur, de modérateur, j'ai envie de dire. Et je pense vraiment, et là sans déconner, que la marche de l'histoire va nous montrer que on peut pas être trop en confiance. Il faut que quelqu'un nous ramène un peu sur terre. Holly Holm est là pour ça. Et on verra tout ça samedi. En tout cas, Olium qui tentera de choquer la planète une deuxième fois. Maintenant, place au main event avec le GOAT Johnny Bone Jones qui affronte Thiago Santos. Alors personnellement, moi j'ai vraiment envie de voir une victoire. J'adore John Jones, mais j'ai envie de voir soit Thiago Santos qui le sonne ou soit une victoire par KO de Thiago Santos. Mais je pense qu'on va avoir un peu la même mayonnaise de John Jones de d'habitude. Il va le garder à distance premier, deuxième round. Troisième round, il ira pour le takedown. Et puis pop, emballer ses pesées. Victoire par TKO Ground & Pound. Voilà. Mais pourquoi tu veux qu'il perde comme ça? J'ai envie, tu vois, qu'il y ait un petit peu de, pas forcément perdre, mais tu vois, qu'il soit un petit peu mis en danger pour faire en sorte que, tu vois, la catégorie, elle est un peu, genre, par exemple, quand Anthony Smith a perdu, tout le monde, on louait tous son courage, mais enfin, louer le courage d'un mec, tu vois, enfin, pour moi, c'est, enfin, tu t'es quand même fait rouler dessus. Alors que si t'as Thiago Santos qui arrive un peu à sonner John Jones, on se dira, ah tiens, un peu comme quand Gustafsson a perdu la première fois, tu te dis, peut-être qu'on va suivre le prochain combat et cette catégorie n'est pas si merdique que ça. C'est un peu quand une meuf, elle dit de toi que t'es sympa, quoi. Quand on dit que t'as du courage, c'est un peu la qualité par défaut. Oui, c'est le friend zone du combat, en fait. Avec la petite tape sur l'épaule, voilà. Il est bien brave. Voilà, il est bien brave. Donc voilà, j'espère que tu vois que les gens se diront, ok, il y a eu ce combat-là, c'était quand même assez intéressant. Enfin, qu'il n'y ait pas ce côté, t'as John Jones et le reste de la planète. Donc voilà. Après, moi, je vais vous dire, je crois à la marche de l'histoire. Et alors, blague à part, et je crois vraiment que ce n'est pas Thiago Santos, ce n'est pas son rôle. Non, bon, mais vraiment, blague à part, je crois vraiment pas. Je crois vraiment pas que ce sera Thiago Santos qui fera tomber John Jones. Et je pense qu'il va encore être en croisière. Samedi, c'est jour de croisière pour John Jones. Et quand c'est jour de croisière, on le laisse faire son truc. Et je pense que pour la personne qui détrônera John Jones, je sais pas, ce sera soit Cormier, soit Ngannou, mais j'ai beaucoup de mal. Non, mais vraiment, en fait, j'ai juste beaucoup de mal à voir Thiago Santos faire quoi que ce soit, en fait. Ok, il est extrêmement puissant et il a prouvé qu'il pouvait mettre KO des light heavyweight. Mais la puissance, il sait la gérer, John Jones. Il sait la gérer, il est beaucoup trop malin, beaucoup trop intelligent et beaucoup trop crafty pour réussir à se faire avoir. Et d'autant plus qu'il y a eu à un moment donné cette espèce d'inconnu avec Anthony Johnson. On se demandait, putain, est-ce que c'est le seul à pouvoir faire tomber John Jones? Et on ne le sait toujours pas. Mais j'ai tendance quand même à me dire que, ok, et déjà, premièrement, je ne pense pas que Thiago Santos soit aussi dangereux, dans le sens aussi athlétique, aussi puissant et aussi rapide qu'Anthony Johnson. Et j'ai du mal à voir Thiago Santos réussir à avoir des setups suffisants pour vraiment arriver jusqu'à John Jones et le mettre en danger au sol et en lutte. Je pense que c'est même pas la peine d'y penser pour Thiago.
Donc j'ai juste du même logiquement et rationnellement, j'ai beaucoup de mal à voir Santos réussir quoi que ce soit contre John Jones. Après, j'espère que l'avantage, moi, le seul truc qui me fait un tout petit peu espérer, c'est ce que j'espère, tu vois, qu'il fera les mêmes combats que précédemment, dans le sens où, enfin, tu sais, avoir ce petit côté, le gars qui n'a finalement rien à perdre dans cette catégorie, qui là soit pas un petit peu, bah ok, c'est le title shot, ok, c'est International Fight Week, et du coup, qu'il soit complètement recroquevillé par ça, et puis ensuite John Jones qui lui roule dessus. Tu vois. Mais bon. C'est fou quand même qu'on soit amené à se dire pour qu'un mec batte John Jones, faut qu'il y aille comme s'il avait plus rien à perdre et il faut qu'il se jette dans le combat. D'habitude, on a plutôt tendance à dire ouais, faut qu'il utilise un bon game plan léché pour exploiter les failles du jeu et tout. Là, non, c'est vas-y all-in mon gars, peut-être que ça passera, tu vois. C'est tapis quoi, direct. Non, je suis assez d'accord. Je pense quand même qu'il y a moyen que ce soit intéressant parce que sur les 2 premiers rounds. Oui. Voilà, tempérons quand même, parce que Thiago Santos, comme vous l'avez dit, il est extrêmement athlétique. Il a beaucoup d'armes dans son arsenal. Après, je pense pas qu'il sache toutes les utiliser comme il faudrait. Il y a des trucs qui sont impressionnants, mais qui marchent jamais. Par exemple, il fait des coups de pied retournés, mais il touche jamais. Quoi. C'est comme Ricardo Lamas. Mais tu vois, il touche jamais, mais parfois, t'as pas besoin de toucher. Si tu vois le mec qui manque de t'arracher la tête avec un coup de pied retourné, tu te dis merde, faut peut-être pas que j'avance, quoi. Ouais. Et donc, tu vois, il a tous ces trucs-là qui fait qu'il brouille le jeu et qui peut installer un chaos. Et moi, ce que j'aime bien avec Thiago Santos, c'est qu'il crée le chaos. Dans la plupart de ses combats, il fait ça. Qu'il perde ou qu'il gagne, il y a toujours ce moment où tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder ? Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Le mec se jette sur ses coups, il balance des trucs. Et moi, j'aime bien ça. Et j'ai envie de voir ça face à la rigueur, la discipline. Qu'est-ce qui se passe quand une légion romaine fait face à une horde de Visigoths ? Bon, l'histoire nous a montré que c'était plutôt la Légion romaine qui gagnait, mais quand même, c'est un peu ça l'idée. Et c'est vrai que sur les premiers chocs, il y a moyen qu'il se passe un truc. Il y a moyen que peut-être John Jones soit trop confiant ou un truc. Bon, après, c'est John Jones, quoi. Il a pas fait ce genre d'erreur. Ou alors, quand il les a faites, il a su tout de suite s'adapter derrière. Une des fois où il s'était fait toucher plusieurs fois au début, c'était contre Lyoto Machida. Mais dès le deuxième round, il avait arrêté de faire les erreurs, il s'était ajusté et il a écrasé Machida, quoi. C'est ça qui est flippant. Un autre truc qui va dans le sens d'une victoire probable de John Jones, et là pour le coup c'est un autre devoir de Polydomso pour les auditeurs, c'est des petits devoirs à la maison. Quand vous regardez les combats de John Jones, essayez de vous figurer un mètre, comme s'il y avait un mètre entre lui et son adversaire. Et vous remarquerez que sauf quand John Jones le veut et qu'il reste en clinch, il arrive tout le temps à maintenir cette distance entre lui et son adversaire. Avec son footwork, il se déplace toujours de manière à ce que l'adversaire soit toujours un peu au-delà de sa propre portée. C'est-à-dire, et qu'il soit jamais vraiment en portée de frappe. Et c'est rare les moments où il se fait attraper. Je crois qu'un des rares moments où ceux qui arrivent à percer ça, c'est ceux qui font des mouvements latéraux. Rust, ça fait beaucoup de bruit. Ah merde. Putain, pardon. C'est ceux qui font des mouvements latéraux comme Gustafsson ou Lyoto Machida, qui avaient réussi à trouver un instant la faille, ou Daniel Cormier qui acceptait de prendre quelques coups pour rentrer. Mais sinon, il arrive tout le temps à maintenir. Et son combat contre Anthony Smith, c'est un cas d'école pour ça, parce que vraiment, il est tout le temps au bout de sa portée, il est tout le temps en position de frappe, alors que la réciproque n'est pas exacte. Quoi. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai que Thiago Santos, même s'il est explosif, même s'il est rapide, on est d'accord, c'est pas quelqu'un qui brille par sa compréhension des mouvements. Et avant de frapper, il faut être en position de frapper. En fait, c'est ça que je veux dire. Et le truc, c'est que John Jones, il maîtrise trop bien cet aspect-là du jeu. Donc, à moins que sur un moment de chaos, sur une espèce de chaîne d'attaque, comme il fait Thiago Santos, où il enchaîne coup de pied retourné, spinning bad fist et over right hand. Et c'est vrai que c'est tellement inattendu que ça peut surprendre des gens, parce qu'il balance quand même des droites de saloon. En dépit du bon sens, on se croirait dans Lucky Luke, quoi. Et donc c'est ça qui est intéressant. Mais bon, je pense qu'en fait, il va y avoir un round et demi où ça va être dangereux, vraiment pour John Jones. Et ensuite, je pense que John Jones, sauf s'il est vraiment sonné, s'il s'est pris un énorme coup et qu'il est carrément dans les vapes et qu'il calcule plus rien, ensuite John Jones, il va régler sa distance. Et ça va être, comme tu disais, ça va être la croisière s'amuse, quoi. Là, pour le coup. Et après, en plus de ça, je pense pas que Thiago Santos ait un super cardio. Si ça dure si ça va au 4e, 5e round, ça va être pénible pour Thiago Santos. Alors les pronostics, messieurs. Je dis soumission John Jones au 3e round, fin du 3e round. J'allais dire exactement la même chose.
Ouais, TKO Ground and Pound, 3e round. Bon, bah voilà. Oh. Oh. Ah, tu vois un déchaînement, un déferlement de haine de la part Ah de oui, je vois, ouais, non, parce que comme il l'a un petit peu piqué en trash talk, tu vois, je pense qu'il va. Tu sais, il va tout le monde vouloir sait que c'est dire papa. Ouais. écoute, non, il fallait respecter. Mais au-delà de ça, juste si je pouvais ajouter un dernier truc, un chouïa, un dernier truc, c'est quelque part dommage que finalement les gens quelque part se disent il faut faire le kamikaze contre John Jones. Parce que John Jones, il a des failles et il y a des choses qu'on peut exploiter. Ouais. Je regardais sur le deuxième combat de Daniel Cormier contre John Jones, un truc que faisait Daniel Cormier dans son deuxième combat et qui a très bien marché et qu'il a arrêté de faire à partir du deuxième round parce qu'il a commencé à avoir du succès avec les points et il a lâché en fait cette technique-là. Et à mon sens, il n'aurait pas dû la lâcher. C'est qu'à chaque fois que John Jones faisait son oblique kick, à chaque fois, et ben au moment où John Jones récupérait sa jambe parce qu'il lance sa jambe et il la remet, il tape de la jambe arrière et donc il replace sa jambe de frappe en jambe arrière. Donc il y a une espèce de petite seconde de latence. Et ben à ce moment-là, Cormier avançait et mettait un gros low kick bien puissant sur la jambe qui est la jambe avant de John Jones. Et physiquement, John Jones ne pouvait pas relever sa jambe ou esquiver parce qu'il récupérait sa jambe d'oblique kick en fait. Et donc John Jones, c'est quelqu'un qui n'a pas une super bonne défense contre les low kicks. Et je pense que par exemple Thiago Santos, s'il avait un bon game plan, si on lui disait maintenant il faut que tu bouges latéralement, il faut pas que tu restes statique, il faut pas que tu restes dans sa distance, il faut que tu essayes de l'amener vers toi, qu'il vienne te chasser toi, et qu'à chaque fois qu'il avance, t'envoie des low kicks et tout, il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à tirer. Il y a des failles comme ça que John Jones montre, mais que les gens n'exploitent pas parce qu'ils se disent trop non mais de toute façon ça va pas marcher, il va s'adapter, ou alors faut vraiment que tu y ailles, il faut que tu le mettes KO, il y a que ça contre lui. Et il n'y a pas que ça contre lui, c'est juste parce qu'il n'a pas perdu pour le moment. Le jour où John Jones perdra, les gens se diront ah mais oui mais évidemment, ça c'était une faiblesse flagrante de son jeu et tout. Il faut juste qu'il y en ait un qui exploite ce truc-là. Et qui réponde à la question que pose John Jones. Exactement. Mais le truc c'est que je pense pas que ce soit Thiago Santos. C'est juste. Et je rejoins Ross du coup. Je pense pas. Oui, enfin, c'est pas Ross qui dit ça, c'est les cieux. Hein, non, c'est. D'accord, c'est toi. Soit.